Déduction rapide. Oui, j'ai ce QI-là d'être capable de faire la déduction que les autres viennent de l'ETS et que ceux qui ont travaillé, je ne sais pas parce que. Écoute, mon nom est Richard Chénier, je suis le directeur général du Centec. Je quitte, j'ai à peu près tout le temps 3-4 événements dans la même soirée, donc ce soir on en a un, fait qu'il faut qu'on quitte. Mais je voulais surtout vous souhaiter la bienvenue chez nous et que vous vous sentiez chez vous, ici au Centec. Très rapidement, le Centec, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des entreprises de haute technologie à atteindre les marchés internationaux. Je pense que vous nous connaissez un peu. Ce soir, on est très content d'appuyer le RETS, qui est de plus en plus actif. Bravo le RETS pour votre dynamisme. Merci. C'est vraiment une chance. On est très content de porter notre équipe d'étudiants qui organisent des activités toujours en lien avec l'entrepreneuriat pour le stimuler, pour faire en sorte que l'émulation soit présente tout le temps en matière entrepreneuriale. Parce que nous autres, on a toujours besoin de des flots d'entrepreneurs qui ont le goût de se lancer. Mais avant de se lancer, il faut qu'il y ait des organismes comme le RETS qui stimulent et qui donnent le goût aux gens de se lancer. Fait que merci pour l'organisation de ce soir. Je veux aussi remercier Philippe Richard Bertrand, qui est un collaborateur régulier du Centec. Philippe, il est super généreux avec nos entrepreneurs. Et merci de donner encore du temps, bénévolement, gratuitement, pour faire en sorte que les entrepreneurs aient ton expertise. Tu es un des meilleurs dans ce que tu fais. Puis on est chanceux et privilégié de travailler avec toi. Fait que merci d'être avec nous encore une fois. Sur ce, je dois quitter. Bonne soirée. Je laisse la parole au RETS. Et voilà, à notre super invité. Salut. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement. Mon nom à moi, c'est Marie Dessous. Je suis VP communication du RETS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le RETS, c'est un regroupement entrepreneurial, technique et stratégique. Donc, on est un club étudiant de l'ETS. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux membres qui sont motivés pour s'impliquer. Donc, aujourd'hui, on vous invite au Centec en partenariat avec la banque TD ainsi que le Centec pour la conférence sur comment faire un pitch élévateur. Donc, le déroulement de la soirée, on va voir Philippe qui va nous faire une belle conférence. Par la suite, juste rester un petit peu, on va faire un petit concours pour des livres sur l'entrepreneuriat. Puis par la suite, vous allez pouvoir rester pour réseauter, prendre des bouchées et ainsi se servir pour les consommations. Donc, si on vous parle, un bel applaudissement pour Philippe Richard Bertrand. Merci à vous autres de vous être déplacés. C'est toujours drôle de se faire présenter comme ça, l'expert qui connaît ça. J'ai un parcours d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat un peu atypique parce que j'ai rempli quand même 7 entreprises dans le bureau. Alors, je pense que j'ai l'expertise et les galons. Mais avant de commencer de ce que je veux essayer de vous inculquer ce soir, est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi l'école d'entrepreneurship de Beauce? Bon. Moi, j'ai gradué du programme Élite en 2013, donc ça fait quand même longtemps. Je faisais partie de la cohorte numéro 2. Ça veut dire qu'on était les cobayes de l'école. Puis donc, c'est un parcours qui est hyper difficile. C'est en Beauce. Pour ceux qui ne savent pas c'est où l'affaire tourne. Tellement que c'est loin. Puis c'est le genre d'école que tu te fais lever à 4-5 heures du matin avec des systèmes d'alarme. Puis là, on est 25 entrepreneurs qui sortent de nos chambres un peu éméchés. On se fait dire allez dehors, habillez-vous. Ils nous embarquent sur des camions militaires avec l'armée canadienne. Ils nous amènent 2 heures dans le bois. Puis après ça, il faut revenir à lever de par nous-mêmes avec une boussole. Les 25 entrepreneurs qui ont tous un ego démesuré. Qui ne sont pas en forme de la même manière. Puis nous, quand c'est arrivé, on était en plein hiver, il y avait du monde qui était en souliers. Tu sais, tu es dans le bois, il fait fret. Puis là, tu t'ostines. Mais la raison pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'il fallait apprendre très rapidement, quand tu es 25 entrepreneurs de background différents, à se ressouder. Puis des moments de tension, quand tu es en apprentissage comme ça, il y en a beaucoup. Il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a aussi un peu d'agressivité, ça fait partie du lot. Donc, on a développé des techniques pour tout de suite se ressouder, calmer une atmosphère qui était un peu difficile. Puis je vous sens un peu stressé, là, vous êtes comme tout, vous écoutez. J'ai envie de vous faire vivre une expérience qu'on faisait à l'œil. Alors, je vais vous demander de tout vous lever. Avant de commencer. On va avoir besoin de musique, c'est la seule raison pourquoi j'ai mon téléphone. Vous avez tous et toutes participé dans votre vie à un party de famille. Ça ne vous tentait pas d'aller.
Il fallait faire assemblant que vous êtes ennuyé de votre oncle ou de votre maman. Vous les serrez dans vos bras, puis hey, je me sens ennuyé, mon oncle, je me sens ennuyé, ma tante. Alors pendant 30 secondes, vous allez vous serrer dans vos bras, vous autres. Vous allez vous dire bonjour, comment vous êtes ennuyés les uns les autres. Pendant 30 secondes. Pas juste entre vous autres, là, parce que vous connaissez à 2, 3. Non, non, en arrière, en avant. 30 secondes, OK? 4, 3, 2, 1, go! Là, vous êtes plus détendu. Vous êtes plus détendu, vous êtes plus calme, vous allez être réceptif. OK? Il y a des fois, quand on fait ça, ça part pendant une demi-heure. Je ne suis plus capable de ramener ça. Je suis content que vous êtes assidus. Bon, je vais me présenter rapidement. Je suis Philippe Richard-Bertrand. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un entrepreneur qui a une carrière atypique. Moi, je ne connais que l'entrepreneur. Je suis sorti de l'Université McGill. J'ai sorti en septembre 90, en août 98, parce que je m'étais dit que j'allais faire des sessions d'été. Je faisais une session, dès qu'il y avait une session disponible, je la faisais, parce que je voulais sortir le plus rapidement possible de l'Université McGill pour partir ma première business. J'étais pas un étudiant très agréable à avoir en classe, parce que j'avais tout le temps la main levée, puis c'était pourquoi. Ils vous expliquaient des théories économiques, et puis moi, c'était tout de suite, ouais, mais pourquoi? Ou dans mes cours en management, c'était, là, ils t'expliquaient comment faire ta paye, puis comment c'est de pouvoir dans la caisse, puis le cash flow. Puis moi, je disais, ouais, mais c'est quoi le stress que tu as quand tu sais que tu n'as pas d'argent pour faire ta paye? Là, le prof, il disait, j'ai jamais été un entrepreneur, je ne sais pas. Là, j'attends, tu m'apprends à gérer ma paie, mais tu n'es pas capable de me gérer, de m'inculquer tout ce qui vient avec. Et ça me tapait sur les nerfs royalement. Alors, je pense qu'en fait, McGill m'a fait graduer juste pour pas que je revienne. Ils m'ont donné un diplôme en me disant « Don't come back, thank you ». Puis j'ai parti ma première business en 98, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a qui sont un petit peu plus jeunes ici, bulle de l'Internet dans le tapis. Là. Pour certains, Facebook, tout ça, là, vous êtes pratiquement jamais avec ça, mais c'est commun. En 98, là, honnêtement, de payer en ligne, à part les grandes corporations, là, les Air Canada de ce monde, tu ne pouvais pas payer grand-chose en ligne. Et en plus, on avait peur d'une chose qui s'appelait le bug de l'an 2000. Okay? Tu sais, il disait ça, là, honnêtement, là, le fake news, ça a commencé en 98, là, il disait à minuit, en 1999, l'avion va arrêter de voler. Tout va arrêter, là, le système, les moteurs, tout. Alors moi, je me disais, les compagnies doivent être paniquées là-dessus. Là. Ils disent aux nouvelles que l'avion, elle va arrêter. Là. Le métro, ou ça, là, il va sortir des rails. Alors moi, je vais aller voir les entreprises, on va aller régler leur bug de l'an 2000. Là, tout le monde m'a dit, ouais, Philippe, tu n'es pas étudiant en informatique, là. Tu es étudiant en management. Je dis, ouais, ça, ils ne savent pas, les clients, c'est moi, j'ai dit, moi. Je n'ai pas besoin de te dire. Puis là, tu disais, comment, ouais, mais là, tu vas faire quoi? Puis là, écoute, on va se faire un bureau, puis ça, c'était dans les années de la Cité du commerce électronique dans le Vieux-Montréal. Alors, chaque fois que tu engageais quelqu'un, il donnait jusqu'à 30 % de son salaire. J'ai fait, j'ai engagé tous mes chums. Parce que tu leur donnais un salaire, le gouvernement, tant que tu démontrais que tu les avais payés, te remboursait jusqu'à 30 %. Et ce programme-là,
Et aujourd'hui, pour les Ubisoft de ce monde, les EA, etc., ça a été monté à 37 puis dans certains cas, 67 Alors, on a parti une business sur un party en se disant on va aller régler le bug de l'an 2000. Alors, notre présentation, c'est tu peux-tu te permettre que ton train arrête de fonctionner, ton avion va peut-être tomber, il faudrait peut-être aller voir ton code. Là, tout le monde paniquait là-dessus. Puis là, tu te mets à dire, OK, tu sors de l'université, j'ai 22-23 ans. Là, je me dis, écoute, tu sais, je ne veux pas appeler le stand de la patate. Moi, ce que je veux, c'est faire Bell Canada comme client. Puis j'étais chanceux parce que mon père était un entrepreneur. Il y avait un certain réseau de contacts. Alors, j'ai dit, Père, je vais utiliser ton Rolodex. Donc, je vais appeler les chums qui sont CEO pour aller leur offrir mes services. Puis là, mon père, il dit, ouais, mais tu sais, Philippe, les amis proches, ils te connaissent un peu, ils étaient un peu sur le party, ils savent que tu connais absolument rien en informatique. Je dis, ouais, mais je vais en trouver 2-3 intelligents dans mon bureau. Je vais les dégriser de la brosse de la veille. On va aller faire une présentation. Et je me mets vraiment dans la tête à cette époque-là que je veux absolument comme Bell Canada comme client. Parce que dans ma tête, ce que j'essaie de vendre à Bell, c'est qu'en 2099 à minuit, les téléphones ne marcheront plus. Ils ne seront plus capables de faire un appel. Et là, j'appelle le CEO. Vous comprenez que mon pitch était totalement farfelu. En 1999, Bell Canada avait 120 000 employés. Je suis pas mal sûr qu'il y avait un ingénieur là-dedans qui avait figuré que le téléphone allait continuer à fonctionner. Alors, je n'étais pas capable d'avoir ma rencontre avec le président de Bell Canada, qui à l'époque s'appelait Guy Marien. Puis là, je l'appelais, puis j'avais beau dire, je suis le fils de Mario, mais ça ne marchait pas. Alors là, j'ai dit, tu sais, j'étais vraiment découragé, là, parce que j'avais 8 personnes à payer, là, j'avais tout engagé mes chums. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve une façon qui accepte de faire un meeting avec moi. Bien, mon idée, qui était vraiment conne à l'époque, aujourd'hui j'en ris, c'est je vais aller livrer des ballons, je vais m'habiller en clown, puis je vais trouver une façon de rentrer dans son bureau avec mes ballons, puis en habit clown. Puis là, c'est devenu même plus intelligent parce que mon équipe me darait que je ne ferais jamais ça. Mais croyez-le ou croyez-le pas, je me suis présenté chez Bell Canada, habillé en clown, avec mes ballons. Tout avait un nez, des pieds longs. Là, tu imagines, tu arrives dans le tour à bureau, Bell Canada, qui était dans le centre-ville à l'époque. Tu dis, tu tapes à la sécurité, je viens livrer des ballons à M. Guimarien. Il dit, laisse tes ballons ici, tu ne franchis même pas un pied de plus dans la bâtisse. Là, je dis, non, tu ne comprenais pas, si je ne livre pas mes ballons, je vais perdre ma job. Je subviens aux besoins de ma famille, avec 7 emplois. Là, il dit, écoute, je vais appeler, écoute, je l'ai gossé, je dis, écoute, il va falloir que tu me fasses escorter par la police, mais je vais livrer mes ballons. Il appelle son adjoint. Puis là, ils m'ont vraiment escorté jusqu'à l'étage de son adjoint, 2 gardiens de sécurité. Puis elle dit, c'est impossible que vous voyez. Vous ne comprenez pas. Là. Je vais m'asseoir à terre, je ne pars pas. Et là, tu vois que les gardiens de sécurité commencent à être nerveux. C'est un fou. T'sais. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que je me faisais tirer dessus. Et là, elle dit, à un moment donné, ça fait 15 minutes, tout le monde passe dans les corridors. Ouais, il a dit, Chris, c'est un clown dans le bureau. Alors là, je suis rendu l'attraction de l'étage. Et un moment, elle dit, regardez-le. Il finit un meeting dans 7 minutes. Je vous donne 5 minutes avec lui. Les gardiens de sécurité restent là. Puis si vous ne sortez pas, je vous fais sortir. Je rentre finalement, le monsieur, il y a un monsieur avec lui, ils sont 2 ou 3 à sortir. Je rentre dans son bureau. J'enlève ma perruque, mon nez. Je me suis marié, c'est Philippe Bertrand. Vous dodgez mes appels. Je vais vraiment vous parler qu'on pourrait analyser votre code. Il dit, es-tu le fils de Mario? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, puis là, il est vraiment tombé sur sa chaise. Puis il dit, on n'a jamais fait une histoire de fou de même pour me rencontrer. Je dis, mais moi, l'entreprise que je suis en train de bâtir, on va tout le temps faire ça pour notre client. On va aller à l'extra mile de l'extra mile
pour avoir et réaliser nos projets. Puis, je suis sorti de là avec un mandat de 100 000 $. Pourquoi je vous compte ça? C'est que, bon, aujourd'hui, est-ce que je referais ça? Jamais en 100 ans, parce que mon père en rit encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut de l'audace. OK? Puis il ne faut pas avoir peur de demander des choses. Puis quand tu fais un pitch devant quelqu'un, le problème, c'est qu'on se présente souvent de la même manière. Je m'appelle un tel, je fais tel business. Mais quand tu compares le nombre de compétiteurs qu'on a, à moins que vous êtes dans un produit ou un service extrêmement niché. Tu sais, moi, dans ce que je fais chez Amplio Stratégie, j'ai 3000 compétiteurs, juste à Montréal. Par contre, quand je me présente devant quelqu'un, que ça soit à froid, ce qui veut dire que je ne connais pas la personne ou je la connais, je me suis extrêmement préparé à cette rencontre-là. OK? J'ai tout scripté, OK, en laissant place à l'agilité, pour être sûr que ce que je vais dire à cet individu-là, cette personne-là, soit hyper pointu par rapport à ses besoins et ce qu'elle recherche. Et ça se fait par du travail de réflexion. Selon vous, c'est quoi la première chose que tu dois faire avant de contacter le client? Même si c'est un cold call. Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Collecter des informations. Oui. Il y en a-tu d'autres? Au courant de ses besoins. Regarder tes contacts que tu peux avoir avec cette personne-là. Contact en lien, hyper important. C'est autre chose? Les compétiteurs. Tes compétiteurs ou ses compétiteurs? Mes compétiteurs à moi, oui, c'est important. Culture de l'entreprise, ses façons de faire. Je peux vous garantir qu'on ne pitche pas de la même façon au Japon qu'on pitche au Québec. C'est à des années-lumière. De toucher au Canada ou en Amérique du Nord, on est très accolade. On donne la main, on touche les gens. Fais ça au Japon pour voir. Ça ne se passera pas bien, je vous garantis. Alors, votre première chose que vous devez faire dans un pitch, vous préparez un pitch. Quand je dis pitch, là, c'est vos employés, vos fournisseurs, votre client, vos investisseurs, votre conjoint, vos enfants. On est perpétuellement en train de pitcher ou tenter d'influencer les gens. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est vous renseigner sur ces gens-là. OK? Nous, chez Amplio, on a développé des méthodes de recherche. Je ne suis pas là pour vendre des services, mais allez vous renseigner sur ces gens-là. La première chose, allez bien entendu voir le site web de l'entreprise. OK? Pour avoir au moins à votre esprit les 2-3 dernières nouvelles. T'sais, dans ma carrière, j'en ai fait des bêtises d'appeler un entrepreneur à froid, à cold call. Hey, tu dois être en croissance, moi je veux t'aider, je pense que j'ai des solutions technologiques. On vient de fermer 2 usines. Oh, pas en croissance, ça. C'est en décroissance. T'sais, une petite gamme de même, honnêtement, ça ne pardonne pas. L'autre affaire, c'est aller vous renseigner sur la personne. Si vous rencontrez un Philippe Richard Bertrand, vous me rencontrez, j'ai plein de photos sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis dans LinkedIn, je fais des vidéos. Allez vous renseigner sur qui je suis. Moi, ma grande capacité, c'est toujours de très rapidement décortiquer quelqu'un au niveau personnel. Tu sais, y a-tu beaucoup de photos de famille sur son Facebook, sur son Instagram? Il traite-tu Star Wars? Il aime-tu jouer au golf? Il y a plein de photos de golf. Ça en dit beaucoup sur une personne. Au même titre que si la personne a un caniche royal, ça en dit beaucoup aussi sur cette personne-là. Tu sais, s'il pèse 200 livres, il est tout musclé, mais il y a un chihuahua gros de même, je ne porte pas de jugement, mais ça en dit sur la personne. C'est un persona, on appelle ça un archétype. C'est hyper important. Alors, quand moi j'arrive, même à froid des fois, parce que tu sais, je me promène dans un bureau, puis là, le président il dit finalement, j'ai racheté mon VP développement. Oh, c'était pas prévu. Puis il dit on va faire le meeting dans son bureau parce que le flipchart qui est là. Puis là, j'arrive dans son bureau. Tout de suite, je vais scanner. Y a-tu des photos? Oh, des photos de famille. Écoute, il y a une balle de golf, il y a un potter dans le coin, il y a une raquette de tennis, il y a son sac de gym à terre. Je scanne juste pour être capable de voir comment je vais pouvoir connecter avec cette personne-là pour juste pas uniquement lui parler de business.
Moi, c'est simple. Là. Si j'arrive dans votre bureau, vous avez des photos de la voile, puis je ne l'avais pas ça avant, je deviens un expert marin pour le reste de la vie. Écoute, je vous parle en termes marins, mes jokes, c'est des jokes de marin. Je suis un grand capitaine de bateau, là, bâbord, tribord, si je m'invente un langage, s'il faut. OK? Juste pour être sûr que je vais connecter avec vous. Tu sais, si je vous parle de mes services, on est une boîte de consultation qui aide à faire des plans de croissance. OK? C'est pas cher à dire. Par contre, si je rentre dans ton bureau, puis je vois que tu joues au golf, parce qu'il y a une photo de golf, il y a un foursome, il y a une verre à terre, je te dis là, mon rôle là, dans notre organisation, c'est de s'assurer que quand tu frappes ta balle, elle va directement dans le milieu du field. Puis si jamais tu te retrouves dans le bois, là, moi je veux m'assurer avec mon équipe que tu vas prendre le meilleur club, de sortir du bois. Si tu es un golfeur, tu comprends ce que je suis en train de dire. Pourtant, je suis en train de vendre mes services à full planche. Puis l'autre fournisseur qui va parler après moi, il va dire mais nous autres, on va t'aider avec ton coût de rentabilité, puis on va après ça tout transformer ton but. Lui, il passe pour un inconnu. Tout est dans le storytelling. Donc, première étape, analysez la personne que vous allez aller rencontrer. Si vous n'avez pas la chance de l'analyser, parce que c'est très à froid, OK? Encore une fois, dès que vous rentrez dans son univers, si c'est un univers physique, là, au téléphone, c'est un peu plus dur, mais scannez l'horizon. C'est quoi les photos? Moi, j'ai développé ma capacité, parce que je suis souvent en négociation. Mettez-moi pas un document avec vos talking points devant moi. J'ai appris à lire à l'envers, en anglais et en français. Parce qu'en négociation, c'est un skill set important de savoir lire ce qui est sur une feuille devant toi. Développer des stratégies. Combien de fois, moi, par exprès, je dis à mon adjointe, va chercher le client, à m'amener dans la salle de conférence. Elle l'amène dans la salle de conférence. Puis là, elle dit, est-ce que je peux vous offrir de l'eau, du café? Oui, un café, un latte. Je parfait. Genre, tu les sers, elle dit, que je prenne. Je dis, non, je vais t'expliquer pourquoi je veux que tu fasses ça. Là, elle retourne avec le café. Les gens se parlent entre eux. Ils se font leur plan de match. Hey, toi, tu vas jouer une bad guy. Puis le prix nous gosse en tabarouette. Puis là, elle me texte ça. Ils s'estiment sur le prix. La fille, elle va jouer la bad girl. Puis le président, lui, il va avoir l'air fâché. Quand moi, je rentre dans la salle de conférence, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je les fais tout leur plan. Si c'est l'enjeu, c'est le prix. Si on ne parlera pas de la pluie du beau temps, je m'assois. Je pense qu'on a un enjeu sur le prix. Est-ce que le prix vous convient? Ils viennent toutes m'aider. C'est de l'influence, c'est de l'intelligence d'affaires, c'est des données que vous avez besoin. Ça, c'est la première étape. Donc, scanner les lieux, savoir qui vous avez devant vous. La deuxième élément, selon vous, c'est quoi? Comprendre le vrai problème. C'est le troisième. Avant ça, il faut que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu as décidé de faire ça? C'est sûr, encore une fois, si moi j'arrive, bonjour, je suis un consultant, la croissance, la transformation, du coaching, ils disent tout ça, mes compétiteurs. Mais si j'arrive et je dis à la personne, hey, moi, là, je l'ai rentré 7 ans. J'ai le MBA des choses à ne pas faire en affaires. Je les ai toutes faites, les erreurs. Moi, là, ma gang, on veut éviter des fers. Moi, ça m'a coûté très, très cher, des millions de dollars, mes erreurs. Je veux prendre mon savoir puis te le transmettre le plus rapidement possible. Puis je veux surtout pas que tu sois dépendant de moi. Alors, je vais te transférer des connaissances pour m'en aller plus rapidement de ta business, parce que je vais en faire un autre après. Quand je dis à mon client, quand l'autre arrive après moi, bien, nous, on fait du coaching à faire, puis on va t'aider à être plus profitable, puis on va se mêler de tes opérations. Ah, le projet, ça peut prendre 7-8 mois, 12 mois, peut-être un an, on devrait être ici un an. C'est sûr que je suis plus sur une base comparable. Alors, c'est quoi le mot? C'est le storytelling. Le storytelling, c'est extrêmement important. OK? De dire pourquoi vous faites ça. J'ai vu le marché, je l'ai anticipé, je pensais qu'il y avait une meilleure façon de faire. Mon père faisait ça, puis j'ai décidé de prendre cette bébelle-là, de la commercialiser. Peu importe c'est quoi le storytelling, mais il faut un storytelling qui vous colle à vous. C'est démontré scientifiquement que sur un prix comparable, 3 000 $ à gauche, 3 000 $ à droite, tu vas aller avec l'entreprise qui a un storytelling intéressant ou avec le représentant qui avait une histoire concluante par rapport au prix.
Après ça, est-ce que vous avez compris le problème de votre client? Vous avez potentiellement chez vous 7, 8, 10, 14, 25 services ou des produits. Le client, il ne se rappellera jamais plus de 3. C'est prouvé encore, c'est pas moi. 3, ça ne veut pas dire en 8, il va se rappeler de 3. Alors, les 5 autres que tu vas présenter après ça, tu perds ton temps. Puis ça, tu as fait une bonne recherche sur la personne. Bien entendu, présente tes 3 premiers services ou tes 3 premiers produits les plus winners. Puis c'est là. J'en ai tout le temps un entier. Moi, je ne suis pas un joueur de cartes, là, mais tu sais, dans les films, les cartes, les cartes. Là, j'ai toujours un petit joker dans ma manche. Si, admettons, j'ai vraiment mal lu la situation. Alors, j'ai souvent un 4e produit. Tu sais, souvent, on appelle ça de votre proposition de valeur unique, le USP. Au-dessus de 4 items, il ne s'en rappellera pas. Puis, il faut que ça soit simple et concis. Souvent, quand je travaille avec les gens du Santec, puis les startups ici, puis les compagnies un peu plus établies, tu sais, ils me présentent leurs services. Nous, on travaille dans la conception, de l'amélioration des produits pour la valeur ajoutée. On va articuler l'ingénierie pour s'assurer. On veut le rendre plus rentable. On veut que l'ingénierie soit satisfaisante. On travaille sur l'efficience. Simple. Je l'ai résumé. Au même titre que si vous regardez, souvent, moi, je participe à TVA Nouvelles pratiquement à chaque semaine depuis 2009, où je suis invité comme expert. Une des raisons pourquoi ils m'ont gardé aussi longtemps, depuis 2009, c'est que je suis capable de leur donner en 3 points hyper rapides ma pensée. Puis souvent, mes chums, parce que souvent, des fois, ils m'appellent en dernière minute, je ne peux pas, j'ai appelle mon chum à telle compagnie, il va être bon de te résumer ça. Là, ils disent, Philippe, ils vont couper au montage. Ouais, je t'ai écouté, là, tu parlais en longue phrase, tu sais, bulletin de nouvelles, là, ils vont clipper 17 secondes, c'est long, là. Alors, il faut que tu parles en, moi j'appelle ça steak de dingue patate, là. Il faut que ton client soit capable de comprendre un ABC. OK, eux, ils font ça, ça, ça. Moi, le plus grand cadeau que j'ai, c'est quand quelqu'un m'arrête, des fois, parce que je commence un petit peu à être reconnu, il faut que je cherche ça. Là, on dit, t'es le gars des ventes. Yes, t'as compris ce que je fais, parce que je parle tout le temps de vente. C'est juste ça que je veux. Oui, je fais d'autres services chez nous, mais moi, je veux le chapeau du gars des ventes. Si tu me reconnais pour ça, je rentre par cette porte-là, moi, je suis comme une tentaculeuse. Moi, je vais m'imprégner dans ta business de partout. Alors ça, le storytelling, c'est la chose la plus difficile à développer parce qu'on est gêné, on ne sait pas trop comment le faire. Mais allez puiser loin dans vous, sans que ça soit trop philosophique là, ou ésotérique, mais pourquoi vous faites cette business-là. Le 4e point, qui est essentiel, ça demeure, après ça, de poser les bonnes questions. L'art de poser des questions, c'est un art. Et honnêtement, un gars de vente, généralement, ou une fille de vente, là, on est dans une société non genrée, les gens en vente, je vais dire ça, des gens en vente, on n'est pas très très bon à poser des questions parce qu'on veut vendre notre salaire. Mais la minute que tu comprends que tu as tout, tu vas te rapprocher de ta vente bien plus si tu poses les bonnes questions. C'est là où tu deviens un vendeur ou un représentant qui va percuter, comme je dis souvent, le marché. Alors, de poser les bonnes questions. Les bonnes questions, souvent, c'est pas « aimez-vous mon service? Est-ce que mon produit répond à votre besoin? » Non, c'est « est-ce que j'ai bien compris votre besoin? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire affaire ensemble? Qu'est-ce qui manque pour que vous fassiez un test avec moi? C'est quoi qui vous chicote le plus? C'est le temps. C'est parce qu'on est trop petit. Tu sais, des fois, il y a des éléphants roses dans le livre. Tu sais, s'il y a un éléphant derrière la salle qui saute, à un moment donné, vous allez dire, Philippe, il n'est pas concentré, regarde. C'est parce qu'il y a un éléphant rose. Je suis avec une entreprise aujourd'hui qui veut, comment je peux expliquer ça? Qui veut lancer une application pour aider les jeunes à faire des activités avec leurs parents. C'est hyper noble. Tu comprends? Alors, eux, c'est une application, ça te lance un défi, puis tu utilises des trucs dans la maison pour réaliser le défi. Brillant comme idée.
Et ma première question, ça a dit, je ne sais pas s'il y en a qui en ont des enfants ici. Mais bon, tu sais, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec Fortnite? Tu sais, moi, mes gars, 9 et 12 ans, sont branchés là-dessus 24 heures sur 24. Alors, je dis, si tu n'adresses pas le Fortnite dans tes premières phrases, moi, tout le long que tu me pitches, je me dis, ça ressemble à Fortnite, ça va-tu les enlever de Fortnite? C'est-tu correct comme Fortnite? C'est-tu violent? C'est-tu pas violent? Puis, il dit, je suis pas d'accord avec toi, Philippe. Je pense pas que les gens vont penser comme ça. Je suis parfait, moi j'adore ça, les challenges, je lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lève-toi. Je l'ai amené dans la rue, sur un élévateur, j'ai sorti mon building. J'ai dit, on arrête qui tu veux. Qui tu veux, je vais te pitcher ce que tu fais. Mais tu ne feras pas ça. Je pointe là, je l'arrête, puis je parle. Une pointe à monsieur, j'avais vu des enfants. Je fais un test, là, monsieur, inquiétez-vous pas. Je dis oui. Je suis parfait. Je veux lancer une application pour vous aider à faire des activités avec votre enfant. C'est une application. Il dit oui. C'est quoi la première chose qui vient à l'esprit? Ah, mes enfants puis Fortnite. C'est l'éléphant rose. Alors, je dis, toi, il faut que tu dises tout de suite que tu n'es pas Fortnite ou tu es différent de Fortnite. OK? Parce que ça va rester dans la tête. Alors, quand il y a des éléphants roses, dans les questions, vous devez tout de suite les attaquer. Parce que la personne, elle perd tout le fil de ce que vous lui dites parce qu'elle essaie de comparer ça. OK? Ça, c'est très, très dur. Le 5e point, moi, je suis un joueur de golf. J'appelle ça le go to the cup. Il faut que tu finisses par un moment donné par nommer ton intention. C'est quoi que tu veux? Tu viens de me pitcher. Tu veux mon argent, tu veux un projet, tu veux qu'on développe la business ensemble. Parce que souvent, des gens dans des réseautages comme ça me disent hey, Philippe, je vais te rencontrer depuis longtemps, j'ai une idée, je vais te jaser, puis elle me jase, je me suis toute ça une idée, je trouve ça brillant. Là, je dis, je vais t'en parler. Là, je dis, hey, t'as une chance en or, là, tu m'as captivé, tu veux pas. Rien m'a demandé. Alors, go to the cup, nommez votre intention. Souvent, j'interviens au Centec pour des entreprises qui cherchent du financement, méchant beau pitch, mais il n'y a pas de ask à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Là? 100 000, 200 000, 700 000, tu veux une débenture convertible, tu veux de l'équité, tu veux de la quasi-équité, tu sais. Mais un chemin, ça ne veut pas dire que tu as demandé de la quasi-équité que tu vas l'avoir, mais tu vas au moins nous avoir aligné sur une discussion. Il y a d'autres points aussi. OK? Il y a le point que je vais appeler la présence physique. Ça, c'est bien entendu quand on est dans une présence physique. Mais savez-vous que quand on rentre dans une pièce, veut pas, l'animal en nous scanne les gens. Je ne veux pas parler de façon ésotérique, mais on est attiré plus sur des gens que d'autres. Okay? Puis il n'y a rien de sexuel là-dedans, je vous le dis tout de suite. C'est animal. Ça fait en sorte que quand on rentre dans une salle, okay, les gens décodent certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire qu'est-ce que je buvais tantôt? Les gens qui ont répondu une bière, c'est des gens qui sont attirés à moi. C'est rien de sexuel là-dedans, non, je veux dire. C'est que vous avez fait un eye contact avec moi, vous avez été capable de voir Philippe, il a bu une bière. Au même titre que quand moi je rentre dans une salle, je suis capable de scanner certaines personnes et je suis capable de dire, parce que souvent, je le fais avec des clients, j'accompagne des fois des clients pour les aider en 5 à 7, à développer le skills de 5 à 7. Là, ils me disent, ben Philippe, c'est telle personne là-bas avec qui j'aimerais vraiment connecter, telle personne, je suis parfait. Là, je dis, ben là, lance-toi dans ton réseautage. Là, la personne elle vient, je dis, bon, cette personne-là, elle a parlé à telle personne, elle est rendue à son 2e gin tonic, elle aime le vin rouge. Puis ils disent, ouais, Philippe, tu parlais à du monde. Comment tu as vu tout ça? C'est parce que mon sens s'est développé. Je regarde ce que le monde fait. Alors, il faut que vous fassiez attention dans ces soirées-là de 5 à 7, ou ces événements-là, parce que si vous êtes rendu à votre 9e gin tonic, même si vous n'avez pas la voix chambre en lampe et que vous n'avez pas de l'air chaud, il y a quelqu'un qui a remarqué que vous avez pris 9 gin tonic. OK? Et si c'est la personne que vous voudriez
que vous vouliez contacter ou discuter avec, cette personne l'a peut-être vu. C'est aussi votre démarche physique. Si vous en venez là, devant la personne comme ça, là, ça en dit pour vous. Tu sais, tout bombé, là, très fier. Si je parle, je vais prendre une dame, je vais prendre un exemple. Si je te parle, là, puis j'arrive à te parler, puis je sens que je te parle proche de même. C'est fatigant un petit peu, hein? Oui, c'est ça. Bon. Alors, il faut faire attention. Il y a une bulle personnelle à respecter. Messieurs, plus vous êtes grand, plus vous vous éloignez. Honnêtement, là, en haut de 5 et 9, prends 3 pieds en arrière d'une personne. Il y a des gens qui vont penser ça menaçant. 5 et 9, c'est pas grand. Moi, je suis un nain de jardin. Là. Mais tu sais, quand la personne elle dépasse de 2-3 têtes, elle est dans ma bulle, je suis plus réceptif pantoute à ce que tu dis. Là. Zéro. J'écoute pas ce que tu dis. Je veux juste que tu t'en ailles. Alors, imaginez quand c'est des sexes opposés, mesdames, messieurs, une femme. Honnêtement, messieurs, prenez, surtout dernièrement avec le MeToo, là, prenez 4 pieds. Non, mais prenez 4 pieds. Laissez madame s'approcher de vous. Ça, c'est un bon signe. Ça se recule, généralement, vous n'êtes pas dans le bon sens. Ça ne va pas bien. Okay? Mais si madame s'approche de vous quand vous voulez discuter, c'est un bon signe, c'est un manque de confiance. Bon, ça ne veut pas dire que vous venez fou non plus, là. Mais, tu sais, faites attention à ces signes-là. OK? L'autre affaire, quand vous parlez à quelqu'un, là, groundez-vous. Combien de personnes ont dit ça? Tu leur jases, puis dans Diane, ils ont les mains comme fous, si tu es là. Vous prenez par m'accrocher. Tu sais, faites attention, quand tu te places devant quelqu'un, tu ground. Là, tu as groundé. Pas une position d'attaquant de football. Tu sais, c'est pas chic, là. Madame, mesdames, quand votre jupe se tire par le fond ici, là, c'est pas normal non plus. OK? Rendez-vous. L'autre affaire, position de combat. Combien de fois, il faut juste te lever s'il te plaît, je vais prendre un exemple. Si je me place devant toi parce qu'on jase, je me place comme ça. Automatiquement, moi, je me place à l'inverse. I'm ready. I'm ready. Tu penses-tu que ça va faire un bel échange? On se met tous les deux en position de combat. Ça marche pas, là. OK? Mesdames, faites attention à ça. C'est un réflexe souvent féminin de vous mettre avec les talons hauts, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, vous vous braquez. Encore une fois, je vais me mettre en position. C'est tous des éléments qui font en sorte que tu pars mal. Je ne te dis pas que ton pitch ne se passera pas bien, je te dis juste que tu pars avec des strikes. L'autre affaire, c'est l'eye contact. Est-ce qu'il y en a ici qui ont de la misère à regarder les gens dans les yeux? C'est pas gênant de le dire. OK? Entends-tu là? Le meilleur truc pour ça, c'est de vous pratiquer à vous parler à vous-même au miroir. Okay? Ça, honnêtement, pour certains, c'est le worst du worst. Okay? Mais vraiment, tu te mets devant un miroir, tu te pratiques à toi-même. C'est super simple. Si tu te lèves toute rouge, c'est parce que tu as arrêté de respirer. C'est connu. C'est physiologique. Fais juste arrêter, respire, tu vois, si tu bouges les mains. Les dames, généralement, détestez cet exercice-là. Puis moi, je l'ai fait souvent, où sur la scène, j'ai amené des miroirs. Là, je disais, viens pitcher dans le miroir. J'ai tout vu, là. J'ai du monde qui ont voulu se fâcher contre le miroir. J'ai du monde qui se sont mis à pleurer. J'ai du monde qui ont dit, je ne fais pas ça, qui ont commencé, qui ont arrêté. Des top CEO de compagnie, là. Pourquoi? Parce que tu te projettes, c'est le reflet de toi-même. C'est le reflet le plus difficile qu'il soit. Par contre, quand tu apprends à contrôler ton miroir, et moi, là, présentez-vous, même quand je ne suis pas là au bureau, dites, c'est quoi que Philippe fait pour se pratiquer? J'ai pas tous mes employés vont me dire, il va aux toilettes et il se pratique devant le miroir. Là, des fois, les gens arrivent aux toilettes, puis je suis dans le miroir, je me jase, puis ils disent, oh, on va revenir. Ça va? Puis avant, où j'habitais, j'avais fait faire un grand miroir, parce que je fais des conférences comme ça de plus en plus, puis je voulais me pratiquer sur ma mimique, puis comment je me tiens, puis tout, puis je faisais un grand miroir. Puis souvent, je voyais mes voisins, tu sais, avec le bébé et la poussette. Là, je me pratiquais dans mon salon avec un grand miroir. Puis là, il arrêtait vraiment. Il disait, est-ce qu'il se parle-tu tout seul dans son salon, lui, là? Parce que j'avais des grandes vitres. Mais aujourd'hui, moi, c'est imbriqué en moi, je me pratique continuellement dans le miroir. Je regarde ma gestuelle.
sais, quand je vois un pitch, puis que je vous dis qu'il faut un ABC simple, mais je le fais en gestuel aussi devant mon client. Le premier point qu'on va régler, le deuxième point, la vision, c'est d'aller par là. Tu sais, puis quand tu dis à un client, la vision d'aller par là, c'est d'aller par là. Si tu fais ça d'en face, à ne pas faire. Maman, mon garçon, mon gars de 12 ans, il m'appelle en pleurant. Il dit, maman m'a chicané. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais il dit, on s'est un peu chaudé la discussion. Puis là, j'ai fait comme tu m'as dit, là, je te le jure, papa, je me suis ancré devant elle. Je lui ai dit que ma façon de penser, donc ça partait mal. Là, j'ai dit, t'as fait ça comment? Mais là, elle m'a énervé, puis je pointais d'en face que c'est moi qui avais raison. Je dis, c'est sûr que ta mère s'est énervée si tu la pointais. Mais imaginez quand vous faites ça, des fois, on s'emporte, c'est même pas qu'on est fâché. Je vais te convaincre. On va l'avoir ensemble. Et tabarnak. Le client, il n'aime pas ça, là. Pas tout. Puis, le miroir aussi, moi, aller sur Facebook, sur Instagram, je mets plein de photos. Mes enfants, 9 ans, mon petit garçon, il fait ça. Il se pratique pour avoir des discussions difficiles, pratique son oral devant le miroir. Je prends des photos parce que moi, c'est sûr, ça fait partie de mon quotidien. Puis souvent, mon petit garçon de 9 ans, il pitch devant le miroir, il parle dans le miroir, puis il vient devant moi, puis je dis, hey, qu'est-ce que tu faisais devant Dieu? Il dit, ah, papa, je me préparais à parler. Je dis, ouais, pourquoi tu as besoin? Je dis, papa, pourquoi tu as besoin de préparer? Papa, je voulais contrôler mes émotions. C'est ça que ça fait le miroir. Ça t'apprend à te grounder et te contrôler toi-même. Tu viens rouge, arrête de parler, respire. Instantanément, ta peau change de couleur. L'autre chose, c'est de vous pratiquer sur des mots que vous n'êtes pas capable de prononcer. Souvent, dans notre langage, moi principalement quand j'ai pitché en anglais, je pitch énormément en anglais. Tu sais, il y a des mots là, que, bon, ils sortent un peu weird de ma bouche. Faites juste les enlever de votre vocabulaire. Honnêtement, tu as beau pratiquer, une fois sur deux, il va sortir tout croche. Alors, enlevez-le de votre vocabulaire. La façon de pratiquer ça, c'est tous vos téléphones intelligents sont munis d'un petit truc pour enregistrer notre voix. Ça s'appelle Voice Memo, mémo vocal. Enregistre-toi. Envoie-les à un collègue. Hey, qu'est-ce que t'en penses? Je m'en vais pitcher au client, je pense que c'est comme ça. Hey, moi, le nombre de fois en anglais, le Claude, dans notre bureau, il me rappelait, il disait, ce mot-là, tu n'es pas capable de le dire. Arrête de le dire. T'sais, ça sort tout cloche. Ou, hey, je te sens t'en cocky dans ton intervention. Change de ton, le client va mal le prendre. Alors, ce jeu de rôle-là, il devient hyper important. Au même titre que combien de fois, moi, je suis arrivé à un Santec ou à une autre place, il n'y a pas le bon fil, il n'y a pas le bon connecteur, mon laptop, s'il est trop de bonne génération, l'écran n'est pas bon. Il faut que tu sois prête à ça. Moi, là, tu sais, nous, quand on est en intervention chez un client, souvent, on a un rapport à faire à la fin. Il faut aller faire une présentation du diagnostic ou de l'intervention qu'on a faite. Souvent, nous, on met beaucoup d'énergie à préparer nos consultants à aller faire ça. Donc, ils sont obligés de faire un dry-run au bureau. Ils viennent au bureau, on fait un lunch and learn, je paye des sandwichs, puis ils font devant le groupe, puis on le questionne, puis on le challenge. Puis souvent, moi, ma game, c'est de dire, tu sais, il est rendu à sa slide 4, je débranche son laptop. Hey, le projecteur vient de sauter, continue. Il ne faut pas arrêter, là. Pierre, il y a mis 4-5 personnes dans la salle. Continue. Mais tu fais, je ne fais pas ma présentation par cœur, je ne sais pas, là. Tu n'es pas prêt. Hey, le nombre de fois que ça m'est arrivé dans ma carrière, pas de bon fil, le projecteur ne marche pas, finalement. Tu avais un projecteur, mais le président l'a réquisitionné chez ton client, il n'a pas de projecteur. Le pire qui m'est arrivé, c'est moi qui ai fait la billetterie du Canadien de Montréal. C'est moi qui ai convaincu le Canadien de se doter de sa propre billetterie. Moi, j'ai fait il y a plusieurs années. Puis Pierre Boivin en était très fier, l'ancien président du Canadien de Montréal. Puis il m'a amené au board des gouverneurs à New York pour présenter ce projet-là à la Ligue. C'est pour dire qu'on s'était doté de notre billetterie. Je branche mon laptop pour faire, c'était à mon tour, j'avais 5 minutes pour changer. Mon laptop a comme shorté. J'ai fait une flamèche. Là, tu sais, tout le monde m'a fait pause. Là, Pierre, il m'a juste pris de côté, il m'a dit, Philippe, je t'ai amené à New York une fois, je te ramènerai pas. S'il faut que tu danses sur la table, tu vas danser sur la table. Là, j'ai dit, amenez-moi un flip chart.
Hey, puis de présenter un projet de billetterie, puis d'investissement, puis de ROI, Return on Investment, en anglais, mais j'étais prêt. Je l'avais pratiqué, puis je me suis dit, si ça va m'arriver un jour. Puis c'est le plus grand coup. J'ai fait de plein de choses avec le Canadien de Montréal. J'ai fait au-dessus d'1 million de dollars de business dans ma carrière avec eux. Pierre Boivin se rappelle d'un élément. Philippe, t'as sauté sur le dime. Lui, il m'avait dit, t'as skaté, là, t'as goalé, t'as fait le score qu'il fallait dans les dernières 30 secondes. Parce que c'était une présentation shortée, mais tu deliver. Puis on a vendu à 4 équipes de la Ligue nationale à multiplateforme sans. Tu sais, tu présentes de la techno, pas de techno, là. Mais c'est ça. Moi, la raison pourquoi je suis un bon joueur de golf, puis je joue Scratch depuis que j'ai 18 ans, c'est qu'à chaque année, je vais faire un game de golf. À chaque game, même si c'est une game amicale, un tournoi de baseball, meilleure balle, excusez, j'arrive une demi-heure avant, je vais frapper des balles, je prépare mes lobes un peu, je teste le centre, parce que le centre n'est pas pareil d'un terrain à l'autre. L'herbe n'est pas pareille. La rétention sur ton bâton. Mais c'est pour ça que je joue Scratch. Alors, en affaires, si tu veux être bon, pratique-toi. Si ta job, c'est de vendre pour faire des pitchs, pratique. Écoute, je me suis fait sortir d'une épicerie. J'ai été banni du métro de Candiac. Parce qu'à un moment donné, pour me pratiquer, j'avais plus de fun au bureau. J'ai décidé d'aller arrêter du monde dans les allées. J'arrêtais du monde, j'ai dit, hey, excusez madame, je vais pitcher quelque chose, ça va prendre 30 secondes. Elle m'a dit, monsieur, même la sécurité, ils se sont dit, Chris, qu'est-ce qu'il fait dans le magasin? Il achète rien, puis il parle au monde. Ils sont même voir, tu sais, volez-vous quelque chose? Non, je fais des pitchs. Ils vont pas trouver drôle pantoute. Puis aujourd'hui, j'amène des équipes de vente avec moi qu'on forme dans le métro de Montréal. Puis on fait des jeux de rôle. Puis ma feuille, c'est tout le temps la même. Super simple. C'est une feuille. Il y a 4 questions. Il faut aller demander les mensurations d'une femme. À ce jour, ça fait 3 ans que je fais cette activité-là. Je n'ai pas une personne qui a accepté de le faire. Non, on ne fera pas ça. C'est déplaisant, c'est irrespectueux. Je suis parfait. Donne-moi la feuille. Montrez-moi n'importe qui. Pointez-moi là. J'y vais. Bien entendu, quand tu donnes un challenge de même, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas méchant. Ils prennent la plus vieille des madames, la plus vieille des vieilles. OK? Puis ils disent, tu y vas. C'est sûr que si tu approches la dame, puis tu lui dis, excusez, j'aimerais vos mensurations. Ça va mal finir, là. Puis ils ne font même pas ça aux États-Unis, tu vas te faire tirer sur place. Et moi, j'arrive avec ma feuille. Je regardez, je suis avec un groupe, je suis en train de leur enseigner, regardez, il y a tout de moi. J'ai des questions à me poser. Elles sont très personnelles. Regardez-les. Je veux juste démontrer à ma gang, il ne faut pas être gêné de le faire. 9 fois sur 10, j'ai mes réponses. J'en ai même une qui m'a dit, monsieur, je vais vous donner mon soutien-gorge si vous voulez. Ça va. J'en ai qui viennent jaser avec nous autres. C'est que ça veut dire, c'est que tout est demandant. Tout est dans la façon dont tu le fais. Puis si tu le fais de respectueux, tu lui expliques la situation, vraiment, 9 fois sur 10, puis là, une fois que ça ne marche pas, la madame n'est pas fâchée, c'est « je n'ai pas le temps ». Pas de problème, tu passeras la prochaine. Tu reviens, ça va pas marcher avec le temps. Trouvez-moi ça dans la Moi, je suis le type de vendeur. Écoute, j'arrive par la porte, tu me dis non, je vais arriver par la fenêtre. Tu me dis dans la fenêtre, comment je vais arriver par la cheminée. Tu sais, coucou! Tu sais, je lâche pas, là. À ne pas faire avec un homme ou une femme, non, c'est non. Mais en vente, c'est différent. OK? Mon dernier point, OK, c'est après ça, de faire. Bon, là, je vous ai parlé du eye contact. Faites attention aussi à la façon dont vous présentez. T'sais, messieurs, vous avez des voix très portantes des fois. Moi, je ne suis pas de ce type, je n'ai pas une voix portante. Mesdames, vous avez des fois un pitch de voix très aigu. Donc, il faut faire attention à comment vous adressez les gens. Ça ne veut pas dire non plus que quand tu arrives devant une personne, « Salut, c'est Philippe. » C'est pas ma voix de tous les jours. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est juste assurez-vous d'être sur le même volume pour que vous compreniez que la personne qui est devant vous. Moi, ma partenaire d'affaires Geneviève des Hôtels, elle crie. Pour le commun des mortels, elle crie. C'est pas ça, c'est parce qu'elle parle fort. Elle parle fort tout le temps. Tu comprends que c'est agressif pour certains quand elle parle fort tout le temps. Puis en plus, moi, c'est ma conjointe, donc je me réveille le matin comme ça.
OK? Alors, mais, tu sais, je travaille pourtant, elle fait des conférences, mais tu sais, je dis, quand tu parles one-on-one avec quelqu'un, ajuste ton volume à la personne qui est devant toi. Je vous conte une dernière anecdote, puis après ça, je vais prendre une multitude de questions, des insultes s'il le faut. J'ai scripté, moi, dans mon ordinateur, une trentaine d'elevator pitch. Ça, c'est 30 moments que j'ai scriptés dans ma tête, que j'ai pris le temps de réfléchir, de décrire. Si je rencontrais à une journée ces gens-là, ce que j'aurais à leur proposer ou leur demander. OK? Parce que dans mon métier, je suis en déplacement continuellement. Je croise des gens dans les aéroports, je croise des gens dans des cocktails, dans des galas, peu importe. Alors, j'ai scripté ces introductions-là pour être prêt que si je rencontre une de ces personnes-là, d'être capable de tout de suite aller la voir. Bonjour, c'est Philippe Bertrand. J'aimerais vraiment ça vous rencontrer parce que je pense que j'aurais une idée pour dynamiser toutes vos opérations. Ça prendrait 30 minutes. C'est pas la soirée pour faire ça, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir me permettre de vous appeler. Personne n'a dit oui, non. Ce qui est déjà arrivé, par contre, c'est que je sois dans un aéroport. Je fais exactement ce que je viens de faire là avec un homme d'affaires qui s'appelle Marc Dutil. C'est une histoire véridique. Et Marc me dit, je suis en 2 vols, j'ai du temps. Vas-y, c'est quoi ton idée extraordinaire? En fait, je n'avais pas l'idée. C'était juste ma façon d'avoir une rencontre. Alors là, j'ai patiné, là. Ouh! Mais j'ai fini avec 6 mois plus tard, plusieurs rencontres, mais j'ai fini 6 mois plus tard avec un mandat de 197 000. On a instrumenté. Et aujourd'hui, quand tu dis à Marc, je le revois, pourquoi tu m'as donné ce mandat-là, tu as osé me le demander. Tu as fait l'effort de le faire. Ah, mais ça, je les ai préparés, pratiqués. J'en ai une trentaine. Et je finis avec une dernière anecdote. Certains la connaissent, je la compte des fois. J'ai toujours voulu rencontrer Bill Clinton. Toujours. C'est McGill University. C'était peut-être à cause de Monica Lewinsky, je ne sais pas. Mais en 1998, Bill Clinton, c'était mon super-héros. Et j'arrêtais tout le long de mon parcours universitaire. J'arrêtais mes chums à l'université, puis je disais, t'es Bill Clinton, puis je partais en anglais. Puis mes chums disaient, stop using this word, you don't even know how to pronounce it. Là, j'arrêtais. À la fin de mon bac, là, mes chums me voyaient arriver, puis juste avec ma face, ils disaient, Asti va le faire encore, puis ils s'en allaient. Puis, il y a 5 ans, 4-5 ans, Bill Clinton est à Montréal, à la place des arts. Si vous vous rappelez de ça, gros événements, caritatifs, etc. J'étais super chanceux parce que je connaissais le président du comité organisateur, qui était John Parisella, qui était aussi, jusqu'à tout récemment, le président de la campagne de financement de l'Université de Montréal et des HEC, etc. Ils ont levé quand même 500 millions, c'est pas si mauvais. Et j'ai dit, John, je veux rencontrer Bill Clinton. Et le premier ministre m'appelle parce qu'il veut rencontrer Bill Clinton. Who cares que tu veux rencontrer Bill Clinton? Je vois, mais c'est sûr qu'il y a une façon que je rencontre Bill Clinton. Il dit, ben si tu vends des tickets pour l'événement, tu vas être dans la même salle que Bill Clinton. C'est déjà plus proche. Or, je suis devenu le meilleur vendeur de tickets de cet événement-là. C'était 425 $ de la tête. Je dis, si tu parles de ça à mes amis m'ont dit, à la fin, ils m'en achetaient juste pour plus que je leur en parle. Puis, je finissais tous mes courriels. Je faisais un copier-coller de quelque chose que j'avais dans mes notes. C'était, je ne fais uniquement ces ventes-là pour avoir la chance de rencontrer Bill Clinton. À un moment donné, John Parisella m'appelle, Philippe, tu peux-tu arrêter de mettre ça à la fin de tes courriels? Tu sais, nous, on envoie ça comme comité organisateur, tout le monde. C'est drôle, c'est comme que je le fais pour ça, c'est vrai. Il dit, ouais, mais là, tu sais, je viens de parler à Brian Mulroney qui nous demande c'est qui le Schtroumpf qui finit ses courriels. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Là. OK? L'événement arrive, puis honnêtement, quand tu payes 425$ pour rencontrer Bill Clinton, c'est qu'il rentre dans la salle, puis il dit bonjour au monde, puis il s'en va. C'est ça, tu sais, puis oui, il passe entre le monde, là, mais tu sais, Bill Clinton, il y avait 7 gardiens, 7 à la garde du corps autour de lui, là. Et là, je réalise que je ne pourrais pas parler à Bill Clinton. Et là, je capote. Mais là, je réalise aussi que
j'ai un carton d'organisateur. J'ai un badge organisateur à la place des arts. Puis, tu sais, sur ma photo, il y a ma photo, le service secret, la GRC. Je réalise qu'il y a une job d'une personne, c'est de tenir une bouteille d'eau au conférencier entre, genre, il y a comme pas un tapis, c'est des rideaux mauves. Là, le conférencier, il sort des rideaux mauves, parce qu'il arrive d'une loge. Il marche, honnêtement, c'est moins loin que la chaise là-bas. Là. Puis il marche, puis la personne, elle fait juste tenir la bouteille d'eau. Si le conférencier veut prendre la bouteille d'eau. Là, je dis à cette personne-là, je garde pour Bill Clinton, c'est moi qui vais tenir la bouteille d'eau. Mais il disait, non, tu ne peux pas faire ça, j'ai été vesté par la sécurité, c'est moi qui tiens la bouteille avec une chute. Si tu veux ton 4% live, je vais t'éclairer right now. Organization, c'est VIP. OK? Finalement, il me laisse faire la bouteille d'eau. Bill Clinton sort, hey, j'attends ça depuis 98. Là. Tu sais, je suis prêt, tu penses? J'ai gelé. Tout le long, puis Bill Clinton, il est grand en tabarouette. Là, tu sais. Tout le long, je hey, c'est long, là. Là, il met, il y avait 3 marches pour le stage, il met le pied. Là, je dis, hey, c'est now or never, je vais manquer. Tu sais, je vais regarder ça toute ma vie. Je dis, Sir, Mr. Clinton, Sir, I would like 15 minutes of your time because I would like to explain to you why I would never have voted for you, ever. Il me regarde, il dit, gentlemen, you know I'm going on stage. I said, yes, I'm sorry. Sorry. Il dit, I'll give you your 15 minutes afterwards. Alors, dans mon bureau, j'ai une photo, on est sur des putsch de la place des arts, Secret Service, il me surround, puis j'étais à 2 pieds de lui, c'est un putsch, là, tu sais. On jase. Puis, ce gars-là, il y a une horloge biologique, puis là, à 14 minutes 58, il s'est levé. Il dit, I promise 15 minutes, you got my 15 minutes of attention, thank you very much. Je suis pas sûr qu'il a écouté ce que je disais. Mais, j'ai dit, can I ask one last question? Tu sais, il me regarde, il dit, hey, tu pousses le jeune, là. Vraiment, là. J'ai dit, why did you give me my 15 minutes? You dare to ask. Morale de cette histoire, si vous voulez que les choses arrivent, il faut les provoquer. Okay? Puis moi, ma vie, je vais passer le restant de la vie qui me reste sur Terre à provoquer les choses parce que c'est ça que j'aime faire dans la vie. Puis vous instrumenter comme entrepreneur, comme gestionnaire, comme employé, parce que je fais aussi des employés, à passer à travers des situations et concrétiser vos rêves. Ça, c'est ce qui me fait le plus carburer dans ce que je fais. Je vous remercie beaucoup. Je vais prendre des questions, des insultes, mais je vous écoute. Est-ce qu'on a des questions? Yes. Si ton père n'avait pas été entrepreneur, est-ce que tu penses que tu aurais été quand même entrepreneur? Oui, en fait, mon père n'était pas un entrepreneur. J'ai dit entrepreneur parce que c'est pour ça. Mon père était un gestionnaire de carrière qui gérait des fortunes pour des compagnies milliardaires canadiennes. Mon père, c'était un redresseur. Quand mon père était engagé, généralement, ça n'allait pas très bien. Quand il a fait le redressement de TVA, il a fermé 9 stations en région dans les années 90. Quand on a acquis les magasins M, c'est l'ancêtre Miracle Mart, c'est l'ancêtre du Walmart. Le vrai Walmart n'a pas été inventé aux États-Unis, c'était canadien, ça appartenait à Steinberg. On a fermé, je vais dire, 18 magasins. Il y a eu une manifestation devant chez nous de 4000 personnes. On a été obligé de repeinturer la maison. Alors, quand mon père était comme engagé, ça allait pas bien. Mais, ce que ça m'a donné, c'est, puis je suis vraiment pas gêné de le dire, c'est une famille aisée, en moyen. Donc, j'ai eu le guts de me lancer. J'ai eu le guts de me lancer. Mon père ne m'a jamais aidé financièrement en affaires, mais je savais que si j'étais dans la merde, totalement, il allait m'aider. Puis je me suis retrouvé en merde souvent, en 2000. Hein? C'est plus s'il n'était pas là, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. J'y ai souvent pensé. Je pense que j'ai le guts de le faire, mais dans ma tête, j'avais ce coussin-là à l'époque. Puis en 2008, là, je me suis retrouvé avec $1 million de dette. J'étais à une semaine de perdre ma maison, je perdais tout.
J'avais une idée super brillante, by the way, faites pas ça. J'avais décidé d'arrêter de payer ma TPS TVQ et mes DAS pour me financer. Ça paraissait brillant à l'époque. J'ai appris très rapidement que comme administrateur, tu es responsable personnellement. Alors, ne faites pas ça. Je l'ai appris à mes dépens. Mais à ce moment-là, j'ai appelé mon père. Dire, Dad, je suis vraiment in trouble. Vraiment. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Là, j'y ai compté. Il dit, t'es débile? No brain, tu sais. Puis il a dit, Philippe, je t'aiderai pas. Je t'aiderai pas. Puis si tu fais faillite, mon père est fils de mécanicien. Puis ma grand-mère n'a jamais travaillé de sa vie. Il a dit, ben, jamais travaillé de sa vie, tu comprends. Elle a élevé quand même 3 enfants, mais elle n'a jamais travaillé un travail rémunéré. Mais il a dit, tu ne feras pas faillite. Si tu fais faillite, tu vas briser le nom que je nous ai créé. Ah, tu veux pas, je veux juste récapituler ce que tu m'as dit là. Tu veux pas m'aider, tu veux pas que je fasse faillite, puis tu veux que je m'en sorte. Tu vois, c'est exactement ça que je t'apprends. Mais vraiment, je referais toutes les gaffes. Moi, je suis un peu idiot dans la vie. Je referais toutes les gaffes que j'ai faites. J'ai adoré cette vie-là, puis j'ai vraiment, tu sais, quand tu as accès à de l'argent très rapide, ben, tu sais, moi, j'ai eu les Porsche 911, j'ai eu une Viper, j'ai eu un Hummer H1, j'ai eu un Conde en Floride, je me suis promené en jet privé sur une ballon. Tu sais, mais aujourd'hui, j'ai même pas de char. On a changé de vie. J'ai un chauffeur, mais. mais tu sais, pour mon travail, c'est essentiel parce que je peux commencer à Québec le matin, finir à Trois-Rivières, puis j'ai un cocktail à Drummond le soir. Alors, après avoir pris le champ 2 fois, mes associés ont dit on va te mettre quelqu'un dans le port d'auto. Depuis que je fais ça depuis 4 ans, j'ai juste gardé la personne qui m'accompagne. Je ne sais pas si ça te répond. Avez-vous une autre question? Commentaire. Oui. Peut-être avec la CA, on organise des pitchs en ascenseur dans un délai de 2 minutes pour les étudiants dans le plan d'un projet d'entreprise pour être évalué. Quand un pitch est vraiment serré dans le temps comme ça, ou dans une autre raconte, peut-être, ça serait pas le bon truc, ou sur quoi, ou quand peut-être l'environnement est, nous autres, plus en ascenseur, c'est un peu chamboulé. Oui, mais honnêtement, c'est les meilleurs pitchs. C'est les meilleurs pitchs. Les meilleurs pitchs, là, c'est pas quand tu es aisé, calme, assis sur ton sofa. C'est quand tu es sur le edge, quand tu es. Tu sais, un ascenseur, ça bouge, ça fait du bruit. Il y a d'autres mondes dans l'ascenseur, les portes ouvrent. Tu sais, là, c'est là où tu vas voir la capacité de quelqu'un à devenir excellent. Moi, j'excelle. Plus il y a de pression, plus je suis calme, plus je suis bon. Ah, mais je pense que dans une circonstance comme ça, la préparation est requise. Là. Tu ne peux pas décider d'aller pitcher. C'est dur de ramener tes idées. Moi, dans ce que je vends, c'est dur de faire une demi-heure. Quand il faut que tu fasses 3 minutes, 1 minute, il faut que tu te prépares. Là. Mais honnêtement, en 1 minute, ton USP, c'est 3 bullets. C'est 3, c'est A, B, C, that's it. Essaye pas d'expliquer la grande vie de ce que tu fais. Là. Il y a un marché. La problématique, le marché, comment on y répond. That's it. C'est tout. Oui. Merci. Vous avez dit que vous avez étudié à McGill et que vous avez réalisé que personne ne pouvait répondre à vos questions après avoir gradué. C'est bien ça? Oui. J'ai eu la même réalisation que j'ai gradué de la même université il y a 1 an. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous êtes formé, vu que vous avez su que votre bac ne pouvait pas vraiment former pour être justement successful en tant qu'entrepreneur à place. Oui, j'ai ma photo. Regarde. Chaque tatou sur mon corps, j'en ai plusieurs. J'en ai une vingtaine de tatous. Il a une histoire. C'est comme des blessures de guerre. Alors, si tu veux apprendre, pour jouer au tennis, tu vas apprendre à jouer au tennis, il faut que tu joues au tennis. Tu vas apprendre à pitcher, va pitcher. Arrête le monde dans la rue. Arrête, appelle des amis random. Je vais essayer de te vendre des concombres. C'est ça que je fais, moi. Il y a 2 types de vendeurs. Hunter-farmer. Je vous apprendrai rien. Donc, chasseur ou quelqu'un qui cultive. Souvent, j'arrive dans des grosses organisations, transcontinentales, il y a 220 vendeurs au Canada. Il faut que je délimite qui est un hunter-farmer. Je prends un bottin téléphonique, ça existe encore. Je le mets sur la table, je prends une page, je prends la pleine page. Parce que la pleine page, ça veut dire que tu as du budget publicitaire. Je prends une pleine page, je t'appelle à cette entreprise-là, ils font des rivets, tu vends des rivets.
Vas-y. Non, je fais pas ça, là. Je vais me préparer. T'es pas un hunter. Next. C'est pas dire que t'es pas bon. T'es pas un hunter, c'est tout. Moi, prends n'importe qui. J'appelle ta mère, donne-moi ton téléphone. Hey, oh là, comment ça va? Comment ça? De l'eau sur un canard. Alors, comment tu vas apprendre? Mets-toi dans l'action. Tu n'apprendras pas à lire des livres. Tu vas avoir des connaissances. Mais ce que, encore une fois, si tu es un ingénieur et tu n'as pas appris tes livres, là, je vais être nerveux. Mais pour vendre, c'est du people skills. Lecture, synergologie, capable de lire. Tu sais, ça s'apprend en faisant des pitchs, en te cassant la gueule. Puis moi, je ne suis pas gêné, j'ai plein de tatous, j'ai des dates, parce que j'ai des éléments marquants d'affaires et personnels qui sont arrivés, puis je me suis marqué à l'encre pour m'en rappeler. Tu sais, j'ai une date sur mon poignet, parce qu'une fois dans ma carrière, j'ai décidé de prendre d'auto, j'aurais pas dû prendre mon crise de char. Tu sais, puis j'ai fini arrêté, je ne suis même pas gêné d'en compter. Une petite bêtise de con. Je me l'ai tatoué, je peux te garantir, plus jamais ça va m'arriver. Ah. Et là, je ne dis pas de te rendre à ce point. Moi, je te dis, je suis un peu idiot. Tu sais, je suis un peu intense, comme on dit. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est en le faisant. Oui. Salut. Super belle conférence, j'adore toujours te voir parler. T'avais parlé de... Lui, il est venu courir avec moi, by the way. C'est un de ceux qui est venu jogger avec moi en haut du Mont-Royal. T'avais parlé avec Marc Dutig à l'aéroport. Je suis curieux, je ne sais pas si c'est confidentiel non plus. Là. Mais c'était quoi un peu le contrat? C'était dans quel type En fait, ce que moi je disais, c'est que dans la compagnie Canam utilisait des cartables, des bons vieux cartables de vente. Puis tu essaies de vendre un trailer, c'est une remorque, OK, pour du transport. Puis là, le client dit ouais, j'aimerais ça les voir à mes couleurs, tu sais, j'aimerais ça voir. Là, tu étais pris avec ton cartable, la remorque pas peinturée, lettre. Tu sais, puis là, le gars dit ouais, mais moi j'ai besoin des deux blessures avec des freins spéciaux parce qu'on met 40 livres sur la remorque. Alors là, moi, ce que j'ai dit, on va abolir les cartables, OK? Puis on va mettre des iPads dans les mains des représentants. On va mettre en 3D les images, puis on va mettre des skins simples. Tu sais, Robert Transport t'achète pour 4 millions de remorques par année. Il va t'en acheter l'an prochain. On va faire un skin préétabli. Là, tout de suite, un clic, ça venait au clair. Et bizarrement, les commandes se sont mis à upscaler d'une commande. Alors, c'était juste un produit technologique. Ce qu'on avait minimisé à l'époque, par contre, c'est un représentant de 65 ans, tu lui donnes un iPad, c'est comment apprendre à un enfant à manger. C'est vraiment pas facile. On avait minimisé le côté humain, mais c'était dans mes années technologiques. Mais aujourd'hui, je fais le même projet. La seule affaire, c'est que je fais un programme d'accompagnement, de formation de chacun des représentants pour être sûr qu'il y a une adhérence à ce produit. Tu sais, le Canadien de Montréal, je l'avais comme client, j'achetais mes billets, je voyais 7 piastres de frais d'impression d'admission. On s'entend que ça ne coûte pas 7 piastres imprimer le billet. J'ai juste dit au Canadien, pourquoi vous ne mettez pas le 7 piastres dans les poches? Puis honnêtement, aujourd'hui, ils ont changé de mission. OK? Puis ils impriment leur billet, ils chargent toujours 7 piastres parce que le consommateur est habitué de payer 7 piastres par ticket. Mais là, 7 piastres fait plus de profit que bien des affaires au Canadien de Montréal en ce moment, par ticket. Alors, tu sais, c'était juste d'y présenter d'une façon que ça allait allumer Pierre Boivin. Pierre Boivin, son concern, outre qu'une équipe performante, c'était de faire des profits à la fin de l'année. Là, j'y ai mis une ligne de revenus qui n'existait pas. C'est un gars techno qui a fait ça. Je ne fais pas un Ernst & Young, je ne fais pas un Deloitte. Je suis un gars techno, je dis, on va faire une plateforme, tu vas vendre des tickets, des 17 piastres, tu vas le mettre dans tes poches. Bam! Réponds-tu? Ouais, c'est parfait. Autre question? Monsieur, puis après toi. Vous avez dit surtout que, par exemple, vous analysez les gens directement. Par exemple, si vous voyez, je sais pas, une photo d'un sujet que vous ne connaissez pas du tout, par exemple les jeux vidéo, comment vous faites pour approcher la personne? Écoute, j'ai tout vu dans ma carrière. J'ai un client qui tripe sur Harry Potter. Il tripe là, vraiment. Là, tu rentres dans son bureau, là, il y a une baguette magique, il y a des photos, son avec sa famille, il y a des photos qui sont déguisées, même sa femme. Tu sais, c'est weird encore avant. Mais je
je me suis tapé les films d'Harry Potter. Je les ai écoutés. Et c'est long en plus, je pensais qu'il y en avait genre 2, 3, 8 ou 7. Mais tu sais, bien sûr, puis c'est le président de l'entreprise, 20 millions de chiffre d'affaires, 200 employés. Tu peux pas rire de sa passion. Il finit avec une phrase de Gandalf ou je sais pas quoi dans tous ses courriels. C'était capoté. Tu comprends? Si je parlais pas de ça, j'aurais pas connecté avec lui. Mais au lieu d'arriver comme le grand connaissant d'Harry Potter, j'ai dit, pour me préparer à cette rencontre-là, j'ai commencé à écouter Harry Potter. Là, il est parti pendant 45 minutes sur... Mais il faut que tu analyses ça. Et j'ai vu des affaires bien pires que ça. Là. À un moment donné, je dis à un client, là, j'ai vu, tu sais, tu as des belles photos. Tu sais, c'est passablement un peu, je qualifierais érotique un peu à mon goût sur Facebook, mais ne me dérange pas. Puis je dis, faites ça comment? Puis c'est quoi, c'est un côté qui m'intéresse, c'est excitant. Il dit, ben, je vais t'inviter à mon prochain party. Je vous jure, sur tout ce que je possède, je me suis ramassé, il y a un bal à Montréal qui s'appelle le bal érotique. Avec lui, sa conjointe, ma conjointe voulait me tuer. J'ai dit, c'est un bal, c'est un bal, c'est un bal. Si on arrive, le monde, ils n'ont pas de top au bal. Et, alors des fois, il faut que tu fasses attention, tu sais. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, vous allez voir si vous regardez sur les études, moi, je cours, je m'entraîne, la course. C'est rendu mon échappatoire, je suis rendu hyper intense là-dedans. Hey, vous savez le nombre de clients qui me disent, hey Philippe, on va faire le meeting de 3 heures, tu vas faire 2 heures avec ma gang, parce que souvent, moi, j'interviens pour coacher le président par rapport à son équipe de vente. Alors, il fait son meeting de vente, puis après ça, je dis, hey, moi, je n'aurais pas fait comme ça, cette partie-là, j'aurais fait ça, ça. Mais maintenant, mes clients, depuis que je m'entraîne depuis plus d'1 an, février, pas de cette année, l'an passé, quand ils disent, hey, je veux faire mon coaching en courant. Puis ça, je tripe au bout. Alors, je suis rendu que je te traîne du stock d'entraînement partout pour aller courir. Tu sais, toi, tu es venu courir avec moi, tu sais. Le monde me dit, hey, moi, je veux joindre l'utile à l'agréable, je peux aller courir avec toi, puis j'ai des questions à te poser. Go, viens-t'en, on va courir. Tu sais, donc, il faut que tu deviennes un caméra. Là, excusez, je vais peser mon langage, puis excusez, ça va être un peu violent comme terme, mais ça ne veut pas dire de jouer à la prostituée. Non plus. OK? Parce que j'ai eu des problèmes dans ma carrière avec ça. C'est parce que j'étais le gars avant qui montait dans mes équipes de vente. Do whatever it takes, go, 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 go. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, le do whatever it takes devenait gênant. C'était éthiquement pas gérable pantoute. Oui? Oui. Ça répond à ta question, excuse-moi. Oui. J'ai déjà entendu parler de ce sujet-là, je pense que c'est important. Quand tu parles de l'importance d'identifier nos forces. Oui. Comme gestionnaire, comme leader et tout. Je sais que tu as un peu d'expérience par rapport à ça, dans que tu pensais diriger. Oui, bien, en fait, je sais quoi tu parles. Je vais compter l'anecdote en question. J'ai gradué, comme j'ai dit, l'école d'entrepreneurship de Beauce. À notre premier séjour, tu arrives en Beauce, tu es avec 24 autres entrepreneurs. T'sais, à côté de moi, j'avais le groupe SM, 1200 employés, 200 millions de chiffres d'affaires, Artopex, Garaga. Moi, j'étais un petit gars du web à 9 millions. Je ne viens pas d'une grande famille d'entrepreneurs, je ne suis pas de relève. Je me sentais comme la pinotte. Ah. Comment j'ai voulu faire ma marque dès le premier séjour, c'est d'être un peu cocky, un peu plus loud que tout le monde, pour que tout le monde sente ma présence bien nantie. Même malgré mon 5 et 9, moi j'ai mon nain jardin de moi-même. Et on arrive là le mercredi. À lever, tu arrives le mercredi, puis tu pars le mercredi. Tu arrives le mercredi à midi, puis tu pars le dimanche soir. On couche là-bas en Beauce, c'est vraiment réclusion totale. Et le président de notre cohorte, à nous autres, de notre groupe qui allait nous suivre pendant 27 mois, c'était Robert Dutton. Robert Dutton, à l'époque, était le président de Rona. Et moi, c'était un gars que je tripais. Il a commencé par placer des produits chez Rona, dans la quincaillerie de son père et de son oncle. Puis un jour, il est devenu CEO. C'est magique comme histoire. Puis c'est un gars qui a été VP du marketing, VP des ventes, puis qui est devenu CEO. Ça parle pour un gars comme moi. Mais le samedi soir, ça fait 24, 60, même pas 60 quand je suis à l'école, il dit Philippe, je vais souper tout seul avec toi ce soir.
moi, dans mon ego, je me disais, je vais être nommé président de ma classe. Tu sais, le président honoraire. Bon, ça, j'ai même pas le temps de m'asseoir. Que Robert, il me dit, Philippe, tu es un très mauvais CEO. Tu vas toujours être un mauvais CEO. Puis je vais te dire pourquoi ce soir. Wow! Tiens, une bouteille de vin, s'il vous plaît. Et il m'a donné mes 4 vérités. Quand je suis revenu dimanche, ma conjointe m'a regardé en me disant, ça va-tu être de même pendant 27 mois? Tu as l'air de revenir d'une secte. Tu sais, j'étais blanc comme un drap. J'ai tout de suite emailé mes partners, j'ai dit, je vous vois, urgence demain. Là, tu vois, hey, comment ça s'est passé, on a hâte de te parler, non, urgence demain. J'ai steppé down comme CEO le lundi matin à 7h30. Puis quand j'ai annoncé ça à mes partners, j'ai steppé down comme CEO. Mes 2 partners se sont levés, m'ont serré dans leurs bras, puis m'ont dit, on avait tellement hâte que tu me dises ça. Morale de cette histoire, tu dois absolument, comme entrepreneur, savoir si tu es à la bonne place dans ta propre autobus. Je n'étais pas un gars d'opération, je ne serai jamais un gars d'opération. Je ne suis pas un gars d'administration non plus. J'ai savoir calculer, faire des payes, tout ça, ça m'énerve. OK? Par contre, convaincre, influencer, gérer des situations difficiles, matcher 2 clients, développer un nouveau produit, faire mal à un compétiteur. Ça, j'adore ça. Je me suis concentré là-dessus. Puis à ce moment-là, on est passé de 9 millions à 18 millions. On est passé de 60 employés à 125. Pourquoi? J'étais sur mon X, mon True North, j'étais sur mon talent. Alors aujourd'hui, tout ce qui n'est pas sur mon talent n'est pas dans mon agenda. Je ne suis pas bon pour le travail clérical, j'ai un adjoint. La première chose, je me paye dès que je retourne à une compagnie, à chaque fois, c'est une adjointe. Puis oui, c'est tough. Oui, la première année dans Pliostratégie, je n'avais jamais fait peu d'argent depuis 20 ans. Mon adjoint, Marilyn, que certains ont connu, mais qui m'a quitté, mais que j'aime beaucoup encore, Marilyn gagnait plus d'argent que moi. Mais j'avais une adjointe de la mort, une guerrière. Elle, quand elle a décidé que le meeting était trop long, il était trop long. Elle me gardait là, sharp. Puis la deuxième chose que je me paye maintenant, c'est oui, un chauffeur. Parce que ma vie dicte ça. Michel Guillac, les enfants, je ne sais pas si c'est ça, peu importe, il n'est pas loin. Parce que si je pars à 6 h du matin, je reviens à minuit, j'ai des propositions à faire, j'ai mon agenda, donc c'est pour moi. Oui, un grand luxe, mais c'est nécessaire à mon travail. Puis tout est mis en termes d'énergie pour que je puisse me promener du point A au point B le plus vite possible. À la SEC, je suis rentré en hélicoptère. Ça me donne une idée. Je suis parti de Rimouski en hélicoptère pour rentrer en Drummond. En fait, la pilote, qui est une ancienne pilote des Forces armées canadiennes, a dit on n'aurait dû jamais décoller. C'était vraiment, me l'a dit à la fin, je ne le trouvais pas drôle pantoute. Mais bon, sachez dans quoi vous êtes bon, puis travaillez là-dessus. Honnêtement, si vous n'êtes pas bon en pitch, je sais que vous avez des petites entreprises qui, écoute, oui, je fais le ménage encore, je sors les poubelles des fois moi-même, parce que j'en ai une start-up en ce moment qui s'appelle Eluxi, mais j'essaie de maximiser que les gens soient sur quoi ils sont bons. Si vous n'êtes pas bon en pitch, vous allez dommager votre compagnie. Vous allez partir avec une strike devant votre prospect ou votre client. Allez vous chercher un vendeur en commission, donnez 30% de commission. Who cares, vous n'êtes pas bon, donnez 30%, vous allez le payer. J'ai fait ça souvent. Souvent. Moi-même, à ce jour, ça c'est une autre affaire que j'ai pas ça, j'arrête là-dessus, mais vos vendeurs, vos représentants, plus ils veulent un salaire aux 2 semaines élevé, plus ce ne sont pas des hunters, plus ce ne sont pas des chasseurs. Si le gars te demande, la personne te demande 100 000 $ de base, avec 15 %, ce n'est pas un hunter. À ce jour, moi, je fais 20 % de commission sur ma facture, payable quand les clients me payent. C'est important de signer le deal, mais c'est important de collecter le chèque aussi. C'est ça ma base. Ça fait 20 ans que je suis payé comme ça. Il y a des années, j'ai fait de l'argent comme de l'eau. Il y a d'autres années, j'ai mangé du ballonné.
sais, en juillet, là, dans la stratégie, je peux te garantir, il n'y a pas grand mandat qui signe en juillet. Tout le monde est en vacances. Donc, tout le monde a son salaire aux 2 semaines, ça plonge de même. Par contre, au mois des crunchs, là, tout le monde veut finir leur projet le 23 décembre. Écoute, mes yeux saignent de mes associés quand ils me font mon chèque le 23 décembre. C'est ça la vie. Moi, j'ai accepté cette vie. Yes. Ça répond là-dessus, Claire? Oui. En réponse à la question rapide, tu as parlé de vente. Quand tu engages ton premier directeur des ventes dans une entreprise, est-ce que tu valoriserais plus le fait d'avoir une plus grosse commission ou d'offrir des stock options dans cette entreprise? Ouais, c'est une bonne question, ça. Moi, j'aime pas donner de l'équité. Moi aussi, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, tu sais, il faut être. Pourtant, je suis sur le partage. Je vais être le gars le plus généreux. Je vais lui donner des commissions, m'occuper de lui. Je fais des concours avec mon team pour des crunch time de projet. J'envoie quelqu'un au Club Med, parce que j'ai fait quelques au bureau, je voulais que ça se fasse. Puis il y a une personne qui a gagné au Club Med, tu sais. Mais les stock options, à moins là, que c'est un employé de rétention, là, tu vas te marier avec cet employé-là. Ça devient aussi chialeux qu'une conjointe ou un conjoint. C'est ça un employé actionnaire. Il faut vraiment que tu sois sérieux, parce que le stock option, en plus, est méconnu des gens. Lui, il va penser dans sa tête qu'il est actionnaire dans tes affaires, même si c'est juste un stock option. Alors, moi, je ne le ferais pas comme ça. Je donnerais plus de commission. C'est moi. Je te dis pas que c'est la loi, mais moi, je le ferais comme ça. C'est une autre question, parce que là, on me regarde. De toute façon, je vais rester ici, venez me voir, venez me poser des questions, venez me challenger, j'adore ça. Je vous l'offre parce que c'est un petit groupe, j'ai tendance à faire ça quand c'est au Centec, mais là, vous êtes un peu plus nombreux d'habitude, mais je vais le faire quand même. Je vous offre toutes 30 secondes. 30 secondes. Je reprends. Je vous offre toutes 30 minutes de mon temps. Si vous voulez me rencontrer, vous me contactez sur les médias sociaux, je vais vous envoyer un lien qui va vous placer dans mon agenda. Je l'ai dit, moi j'ai eu 7 difficultés, 7 failures en affaires. Il y a des gens qui sont venus m'aider pour me sortir du trou, des comptables, des avocats, des fiscalistes, des chums. Puis ils m'ont tous dit une affaire. Mon dernier bad luck, c'était en 2008. Ils m'ont dit, Philippe, quand tu vas pouvoir redonner aux gens, on veut que tu redonnes aux gens, comme on te donne à toi. Alors, ma façon aujourd'hui, c'est de créer ces rencontres-là de 30 minutes. Il y a 0 question, il y en a qui ont participé à ces 30 minutes-là, il y a 0 question d'essayer de vous vendre des services, je ne parlais même pas de ce qu'on fait. La seule affaire que je vais vous demander, c'est la veille qu'on se rencontre, vous m'envoyez un dernier courriel, vous dites de quoi vous voulez qu'on parle, puis juste pour que j'arrive, puis je vais vous donner toute mon expertise, mon jus de cerveau pendant ces 30 minutes-là, pour essayer de vous répondre, ou vous avez besoin de faire challenger. Alors, n'importe qui me rejoint sur les médias sociaux, c'est la façon la plus simple. Je vais vous envoyer un lien Calendly, vous allez voir et booker ce 30 minutes-là. Puis moi, ça me fait plaisir de vous l'offrir. C'est des groupes à revenus santé. Je le fais. Alors, merci pour tout, mais je reste avec vous autres. Merci. Merci à Philippe. À présent, on va procéder au concours. Dans le fond, le livre, c'est un livre sur l'entrepreneuriat. C'est 10 histoires d'entrepreneurs québécois qui changent le monde à la face.